Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, la seule émission de la radio dédiée à l'écologie positive, mais qui donne la parole aux porteurs de solutions environnementales. Et justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio Helder de Magalhães, directeur général de Requip France, qui est une filiale du groupe italien Requip, leader dans le facility management et figurant parmi les principaux opérateurs du secteur au niveau européen. Bonjour Helder. Bonjour Christophe. Alors, l'histoire du groupe Requip commence en 1938, quand 16 ouvriers croient en une idée fondée sur l'engagement, la coopération, le développement et le respect. Est-ce toujours le cas aujourd'hui dans votre groupe ? C'est plus que toujours le cas. D'ailleurs, on n'a pas changé de cap et depuis 1938, on est même toujours le principal fournisseur de ce premier client. C'est dire. Alors, et ce client, c'est la Ferrovie del Stato, qui est l'équivalent de la SNCF. Et donc, l'idée originale, et notamment dans un monde qui va vite, c'est d'avoir une entreprise qui a un business model totalement différent, puisque c'était une coopérative. Donc, c'est quelque chose qui est assez disruptif dans notre secteur. Pas de fonds, pas d'une seule famille, des gens qui ont des bonnes idées, qui veulent partager des valeurs, le sens commun et celui de la réussite collective. Alors, vous avez plus de 10 ans d'expérience dans la gestion d'équipe et de projet. Vous êtes donc actuellement directeur général, comme je le disais à l'instant, chez Requip France, dont l'expertise est reconnue à travers le monde d'ailleurs, dans la gestion des services associés et notamment dans les secteurs de la santé et de la mobilité. Mais quelles sont plus précisément les activités de votre groupe, que nos auditeurs comprennent bien ? Alors, le groupe Requip est leader européen dans le secteur de la santé. Donc, je vais venir un peu plus précisément sur ce sujet-là. On fait plusieurs types de métiers. Donc, le facility management, c'est un anglicisme. On va débroussailler un peu la thématique. C'est tous les métiers qui sont liés à la propreté, à la logistique, à l'accueil, à la maintenance, bien évidemment, mais aussi d'autres métiers qu'on ne pense pas forcément, comme de la stérilisation. Et donc, à travers l'Europe, on gère aujourd'hui plus de 700 hôpitaux, donc ce qui fait de nous leader européen sur ce secteur-là. Également, on parlait du premier client qui était la Ferrovie del Stato. On a aussi un savoir-faire reconnu dans le monde de la mobilité et du transport, avec la SNCF, Keolis, RATP, pour parler de ce qui est aujourd'hui en France, mais aussi à l'international avec le métro de Milan, de Rome ou d'autres secteurs. Donc c'est un métier, un secteur d'activité très vaste qui nous permet d'apporter des solutions pour tout ce qui est infrastructure publique et privée. Alors, lorsque vous vous engagez à renforcer l'excellence opérationnelle et notamment à améliorer les services clients de votre entreprise, à quel niveau placez-vous l'environnement et l'humain ? Alors, mon président, Monsieur Levorato, tend à dire que la chose la plus importante, le plus grand trésor du groupe, c'est l'humain. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure en préambule, que nous sommes à l'origine, c'est une association d'hommes et de femmes sur un but. Donc l'humain, c'est très important. C'est ce qui fait 90% du service. C'est ce qui va créer de la valeur et avoir de l'impact. Donc c'est vraiment le cœur de notre société et de nos métiers. Alors, votre expertise en gestion de projet, on en parlait à l'instant, management et service client, alimente votre passion pour créer des environnements de travail efficaces et notamment centrés sur l'humain, et vous le disiez à l'instant. Qu'est-ce que vous entendez par là ? On fait partie des métiers où on est invisible quand tout fonctionne. Je vous parlais de maintenance, les beaux jours vont arriver, vous avez besoin que la lumière fonctionne, que vous avez besoin que les capteurs fonctionnent, vous avez besoin d'un environnement propre, on l'a vu pendant la pandémie. Et pour autant, on nous félicite jamais quand tout va bien, puisque c'est normal que cela fonctionne. En revanche, quand cela ne va pas, on devient visible. Et donc nous, notre but, c'est que tout fonctionne en étant le plus invisible possible. Alors, vous travaillez en étroite collaboration avec vos équipes, on l'a vu, pour optimiser les processus et notamment garantir des solutions innovantes qui répondent aux besoins de vos clients. Mais qui sont vos clients, puisque en fait, on ne le sait pas encore vraiment. Ah, vous avez cité ici la SNCF, Santé, mais quels sont-ils précisément ?
Alors, ça va être les principaux acteurs dans le domaine de la santé publique et privée. Donc, on va parler en Il y en a beaucoup, j'imagine. Oui, on va parler de la PHP, par exemple, qui n'est pas le plus petit des paquebots. Ça va être aussi des cliniques privées. Ça va être le recours à de grands groupes privés, comme peuvent être Ramsay ou d'autres. Ça va être aussi dans le secteur de la mobilité, les majors. On a la chance dans notre pays, en tout cas en France, d'avoir les principaux majors mondiaux. Donc, je parlais de la SNCF, RATP, Keolis, Transdev, mais aussi des acteurs publics dans d'autres secteurs comme EDF ou privés. On peut parler Amazon ou autres. Ah oui, donc c'est vraiment énorme en fait. Vous avez un travail monstrueux autour de tous ces clients qui sont des lourds en fait dans le paysage professionnel. Votre principal objectif, si j'ai bien compris, il est de continuer à contribuer à la mission de Réquipe, tout en favorisant plutôt une culture de collaboration et une amélioration qui est en continu, tant sur un plan humanitaire qu'environnemental. Mais comment entrevoyez-vous l'engagement environnemental de Réquipe France ? Alors, on est sur un secteur d'activité avec des métiers en tension et je pense qu'on arrive à... Non, c'est pas je pense, c'est une certitude, on arrive à la fin du baby-boom et donc on a des sujets d'attractivité. Or, aujourd'hui, dans nos phases de recrutement, on se rend compte qu'il y a plusieurs points qui ressortent, notamment l'environnement du travail à proprement dit et les conditions, mais aussi l'engagement de la société dans son engagement sociétal. Et donc, du coup, l'environnement aujourd'hui fait partie des éléments qui, aujourd'hui, dans le cadre d'un recrutement de manager ou autre, viennent conditionner l'attractivité d'une entreprise. Alors, vous avez considéré le capital humain comme un avantage vraiment concurrentiel majeur, mais quelles actions mettez-vous en place pour former et valoriser vos collaborateurs ? Le premier, la tradition, depuis l'histoire, l'origine du groupe, qui était celle de, je répète, d'hommes et de femmes qui se sont consultés. La communication ascendante et descendante est très importante. La boîte à bonne idée n'est pas liée que à la direction ou à un grand groupe. Elle est liée aux pratiques aussi, au vécu de tous les agents, et donc on s'attache à dès qu'on peut intégrer donc les innovations, les idées de nos collaborateurs sur des problématiques, puisqu'ils ont souvent d'ailleurs une grande partie de la solution. Alors restons sur l'innovation, puisque vous en parlez, qui semble être au cœur de votre stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de solution innovante qui est développée récemment par un de vos clients ? Alors oui, on a plusieurs types d'innovations, bien évidemment. Il y a l'innovation robotique. On a mis en place un robot dans une gare parisienne. Ça l'a contribué. On a aussi des innovations qui sont sur, par exemple, dans des environnements comme les hôpitaux, du nettoyage à l'eau. Donc on ne nettoie plus avec de la chimie, par exemple, mais juste avec des bandeaux. Donc c'est une diminution de l'impact que l'on peut avoir. Mais il y a aussi des innovations qui sont organisationnelles, comme le travail en journée, qui apporte plus de visibilité à nos opérateurs, sans pour autant qu'il soit gênant dans le cadre des activités. Et ça, par exemple, c'est aussi une innovation qu'on ne parle pas assez souvent, qui est l'innovation organisationnelle. Alors, nous allons faire une petite pause et nous retrouver dans un court instant sur Sud Radio, bien entendu, avec nos invités, notre invité, mais j'inclus également Thibaut qui est avec nous, Thibaut le French Trotter, qui lui va nous présenter quelque chose d'assez étonnant. Il va continuer son reportage de la semaine dernière et il nous a ramené encore une fois sur les rails. À tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Et oui, vous êtes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de notre invité Elder de Magalhães, directeur général de Réquipe France, mais aussi de Thibaut, notre French Trotter dont je parlais à l'instant, qui aujourd'hui, juste avant la pause, qui aujourd'hui nous transporte du côté de Tours, encore une fois, en Indre-et-Loire, pour mieux découvrir l'écotrain, ce train léger et écologique. C'est bien cela, Thibaut ? Bah oui, Christophe, retour sur la voie d'essai du constructeur Socofer à Saint-Pierre-des-Corps. La semaine dernière, on a découvert comment cette technologie légère pourrait permettre de faire revivre certaines lignes ferroviaires aujourd'hui abandonnées. Cette fois, on va assister aux premiers essais du train, l'occasion de revenir sur les innovations qui rendent Écotrain à la fois sobre en énergie et sécurisé. On écoute d'abord Kylian Hamon, ingénieur chez Socofer, qui nous explique l'enjeu de ces essais.
Alors aujourd'hui, le but, c'est de présenter la façon dont pourrait fonctionner le train, donc dans ses différents modes de fonctionnement. Donc on a un train principalement autonome, on a aussi des possibilités de téléconduite, on a des fonctions de sécurité en cas d'arrêt d'urgence, on a aussi une commande manuelle locale via une radiocommande, donc en atelier de maintenance, etc. pour faire des petits mouvements. Et donc le but, c'est de présenter tout ça, c'est de montrer que le concept est faisable, d'avoir un train léger, autonome, sur batterie, qui puisse correspondre aux besoins de dynamiser les petites lignes qui aujourd'hui ont des modèles d'exploitation assez compliqués vis-à-vis des pouvoirs publics, avec des trains lourds, avec des TER classiques qui demandent beaucoup de maintenance de la voie et du matériel roulant. Et donc voilà, le but c'est de présenter ce concept-là et puis de pouvoir communiquer aux régions, etc., aux décideurs qu'on a un produit qui pourrait être industrialisable très rapidement. Il va circuler sur un parcours très restreint. De combien de mètres Ici, on a une voie d'essai d'environ 300 mètres et on fait un parcours sur des allers-retours d'environ 200 mètres. Voilà, le train démarre sous nos yeux à petite vitesse et on va assister à une simulation d'obstacles sur la voie. Quelqu'un va traverser la voie et effectivement, le train s'arrête. C'est ça, en frein d'urgence, donc avec un niveau de sécurité élevé. Je suis avec Julien Bescop, qui a travaillé avec les ingénieurs du projet sur la partie analyse de risque. Alors, comment la navette détecte les obstacles ? Ouais, alors en fait, il va y avoir tout un système de capteurs en fait qui est installé à l'avant du train, qui va venir analyser la scène à l'avant et qui va ensuite être envoyé à un système de détection conduit par l'intelligence artificielle qui va détecter les différents obstacles qui se posent. Et l'information va être envoyée au système de conduite qui va décider de freiner, de ralentir, d'accélérer, etc. Alors je suis avec Bertrand Allais, président de la société Socofer. Alors vous avez fabriqué ce train ? On n'a pas fabriqué le train tout seul, puisqu'on a fabriqué ça avec Stratiform, Syntony et puis aussi l'IMT. C'était vraiment un travail de coopération. Quelles ont été les innovations pour rendre ce train écologique ? Socofer, nous maintenant, on a développé une certaine compétence dans les trains sur batterie, trains électriques. Il y en a un derrière moi. Et donc aujourd'hui, l'innovation, en fait, elle est double. Elle est sur système batterie, on va dire, batterie en soi c'est pas complexe, mais il faut les adapter à un environnement ferroviaire qui est toujours plus agressif en termes de vibration. Donc un effort d'intégration, c'est-à-dire de la recherche de suspension efficace pour la partie batterie, pas seulement passager. Et puis après, en fait, ça va être un pilotage de la machine qui va tenir compte du profil de voie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réguler, de monitorer la dépense d'énergie de façon intelligente. C'est-à-dire ne pas accélérer avant de freiner, modérer son effort dans les rampes, calculer l'effort minimal à faire pour atteindre la destination, et ça à partir de systèmes de télémétrie qui vont mesurer en permanence l'effort demandé, la consommation d'énergie, etc. et optimiser cet aspect-là, quoi. Avec un système autonome comme le nôtre, on optimise la maintenance de l'infrastructure et on optimise la consommation d'énergie. Là, on a un démonstrateur. Combien de temps ça prendra pour passer en phase industrielle ? Est-ce que l'unité de production est prête ? Aujourd'hui, l'industrie est capable de travailler vite et rapidement. Après, la difficulté qu'on va avoir, elle est presque plus, j'ai envie de dire, d'ordre administratif. Tout le monde, effectivement, veut, tout le monde a envie, mais comme le pouvoir de décision est tellement réparti, que finalement, les sujets avancent très très lentement, malheureusement, quoi. Cette solution mérite évidemment de se déployer. À bon entendeur, salut. Merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage en immersion. Et nous sommes toujours en compagnie de Helder Magalhães, directeur général de Réquip France. Dites-moi Helder, votre groupe est l'un des premiers à s'être inscrit dans une démarche RSE en rédigeant dès 1992 un rapport de responsabilité sociale. Mais comment l'intégration progressive de la RSE a-t-elle transformé concrètement la stratégie et les processus de votre entreprise au fil des années ? Écoutez, dès 92, on a été, j'ai envie de dire, l'un des pionniers, bien évidemment. Il y a encore une fois cette volonté de valoriser l'humain. Et depuis 92, donc aujourd'hui on nomme RSE, l'impact sociétal, mais on l'avait déjà à l'époque sans forcément ce nom-là. Cela n'a fait qu'accélérer nos processus en interne, juste poser un nom, une forme sur ce qui était déjà les pratiques au sein du groupe et depuis 92. Est-ce que la RSE est réellement devenue incontournable dans les appels d'offres publics aujourd'hui ? Alors oui, c'est devenu incontournable. D'ailleurs, techniquement, les appels d'offres maintenant mettent des formes, des noms, posent le nom de la RSE, avec des critères qui sont spécifiques.
Nous, ce que l'on regarde et ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un décalage entre ce que l'on pose dans ces critères et la réalité du terrain et de la mise en application. Alors, dans la RSE, il y a évidemment un volet environnemental. Comment se traduit-il chez Réquip France ? Alors, on a eu plusieurs étapes. Déjà, d'une part, parce qu'on est la filiale du groupe, donc il fallait assimiler aussi tout ce qui était RSE chez nous. Donc, on a commencé sur la partie environnementale, sur ce qui était des métiers, c'est-à-dire les produits qui étaient respectueux de l'environnement, d'éviter tout ce qui était thermique en termes d'énergie. Et puis à un moment donné, il faut aller un peu plus loin, il faut systémiser tout cela, c'est de sensibiliser, puisque parfois vous faites un concept qui en effet et respectueux de l'environnement. Pour autant, quand on observe le cycle, l'impact est important. Donc là, c'est une notion sur l'impact notamment carbone de nos activités qui, depuis 5 ans, est au cœur de la stratégie, en ayant une réflexion un peu plus loin que la réponse à un problème donné. Il faut globaliser le processus, et pour cela, on regarde dorénavant, lorsqu'on répond dans nos activités, quel est l'impact qu'on a du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Alors, en matière de consommation d'eau, et je pense que votre entreprise est plutôt concernée par ce sujet, l'évolution des techniques et des machines permet-elle beaucoup plus d'économie en eau ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde. Encore une fois, on parle de réutilisation des machines. Je dis souvent à mes équipes, il faut qu'on aille un peu plus loin que de limiter l'impact. La meilleure limitation, c'est en termes d'impact, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc de savoir est-ce qu'on a besoin ou pas. Donc il y a aussi cette réflexion en tant que prestataire de service, d'accompagner nos donneurs d'ordre à aller là-dessus. Et quand vous parlez, par exemple, sur des machines, on a répondu à des appels d'offres où on intègre en fait une réutilisation de l'eau qui permet pendant une semaine d'avoir avec un même bac d'eau une autolaveuse, par exemple, qui on va pas avoir besoin de la recharger. Il existe aussi du retraitement d'eau pluviale pour pouvoir effectuer des prestations de propreté. Et donc ça fait partie en effet de la réduction hydrique. Ce sont des points importants. Et qu'en est-il des déchets, des matières premières dans le groupe Réquip ? Alors, on essaye de tout réutiliser lorsque c'est possible. Et donc, on a mis en place des filières, par exemple, pour sur des chaussures de sécurité. Je prends un exemple, qui est un sujet spécifique, mais qui pour autant est obligatoire, déjà en termes de sécurité. Avant de parler d'environnement, est-ce qu'il en est ? Et on se rend compte que le sujet, c'est souvent on a des chaussures de sécurité qu'on met à disposition de personnels qui ont des missions de courte durée et qui du coup après perdent leur valeur. Et donc c'est de les réaffecter, les réutiliser, et de 3 paires, on arrive à en faire une paire. Donc on a récupéré, également nos vêtements, on le fait aussi pour pouvoir les récupérer et les réutiliser sur de nouveaux vêtements. Donc de recycler jusqu'au maximum qu'on puisse le faire. Donc ça sur les déchets un peu, j'ai envie de dire très techniques, textiles. Et puis sur nos déchets, encore une fois, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est faciliter toutes les techniques qui vont nous permettre d'avoir le moins de déchets possible. Alors, selon vous, pour être efficient, est-ce que la démarche environnementale que vous avez entreprise doit-elle être systémique ? Bien évidemment, il faut qu'on sorte de la théorie et qu'on arrive vraiment sur l'application. On voit parfois certaines décisions qui sont du non-sens, en tout cas à notre vision. Le dernier en date était notamment sur un sujet qui est un peu clivant, sur le parc automobile, où on s'est rendu compte que parce que on avait une volonté d'électrification de la flotte, il y avait des parcs d'automobiles qui aujourd'hui respectaient des normes environnementales et les voitures étaient neuves, pas utilisées, et on ne savait pas quoi en faire. Donc on s'est dit peut-être que dans le circuit et dans le processus long en prenant la création, en tout cas la fabrication, l'usage et le recyclage, qu'il faut arrêter de prendre la considération de l'impact environnemental juste pour l'utilisation. En quelques mots, les métiers du nettoyage sont parfois jugés difficiles. En quoi vos engagements permettent-ils de les rendre beaucoup plus attractifs, en quelques mots ? Alors plus attractif, déjà premièrement, comme je vous disais, c'est un engagement sociétal. Aujourd'hui, on a des salariés qui sont de plus en plus investis à titre personnel, travailler dans une entreprise qui est soucieux de la planète et de l'environnement de nos enfants de demain. Je pense que c'est l'engagement le plus important qu'on peut donner. Et si je vous demandais une définition de ce que j'appelle moi l'écologie positive, quelle serait-elle ?
Alors l'écologie positive, c'est celle qui n'est pas punitive, c'est celle qui ne punit pas ou ne distribue pas les bons, les mauvais points, mais qui fait prendre conscience que aujourd'hui l'écologie doit être prise à part entière dans notre business model pour les générations à venir. Merci cher Elder de Magalhães, directeur général de Réquip France, leader dans le Facility Management. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche après-midi et je vous laisse entre les mains expertes d'Alain Marty pour Invino, son émission qui est évidemment à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio chaque matin à 7h35 pour la Minute Planète et chaque dimanche à 12h30 pour la Planète Demain. Mais pour l'heure, je cède la place à Alain Marty et je vous dis à dimanche prochain. Retrouvez également ma chaîne de télévision digitale gratuite et accessible à tous, www.laplanètedemain.plus. En attendant, bon dimanche et à très vite sur Sud Radio. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.